Et avec nous pour réagir, un homme qui a très bien connu Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour Alain Lamassoure, merci d'être avec nous. Vous avez été proche de l'ancien président français, membre de l'UDF bien entendu. Vous avez notamment été son collaborateur, son conseiller technique à l'Élysée. Quelle image garderez-vous de Valéry Giscard d'Estaing? Et celle d'un grand homme d'État qui était à la hauteur des problèmes et des défis de son temps, à l'échelle nationale, européenne et internationale. On ne peut pas dire que tous ses successeurs aient été à ce niveau-là, et qui avait le sens de la nécessité de réformer la France, de bâtir l'Europe et de travailler dans la dimension du temps. Tous les programmes, les réformes, certaines populaires, d'autres impopulaires, ou les programmes, par exemple, nécessaires mais complètement impopulaires, comme la mise en œuvre des 53 réacteurs nucléaires qui produisent l'électricité française aujourd'hui encore. Il savait que ce genre de décision le rendait impopulaire et compliquerait sa réélection. Il les a prises parce que c'est l'intérêt de la France. Donc il gérait les problèmes de fond et non pas les émotions quotidiennes comme cela se fait trop souvent dans la politique actuelle. Alain Lamassoure, vous insistez sur le nombre impressionnant de réformes à son initiative. C'est vrai qu'on évoque beaucoup les réformes dites sociétales. Vous dites qu'il a été le premier président de la République écolo. Pourquoi? Oui, parce que les Français commençaient à ressentir le besoin de la protection de l'environnement. Il a été au fond le porte-parole de la génération des 68ards, qui n'a pas voté pour lui, mais dont il a porté les réformes nécessaires qu'il a transformées en réalité. C'est lui qui a sauvé Paris de la bétonisation des projets de grandes tours comme la tour Apogée, qui avait été acceptée par son prédécesseur. C'est lui qui a sauvé le littoral, la loi de la protection du littoral, la loi de protection de la montagne. Ce sont des initiatives de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'était d'autant plus remarquable qu'à l'époque, le parti écologiste n'existait pas et qu'il n'y avait pas encore, je dirais, de voix à gagner de ce côté-là. Alain Lamassoure, deux réactions. Boris Johnson, Premier ministre britannique, qui parle d'un grand modernisateur de la France. Angela Merkel, la chancelière allemande, regrette la mort d'un ami. En une petite minute, si vous le voulez bien, c'est vrai qu'il était finalement aussi le premier, disons, du duo franco-allemand, du couple franco-allemand avec Helmut Schmidt, premier couple franco-allemand, bâtisseur de l'Europe. Oui, exactement. De Gaulle et Adenauer n'ont pas créé le couple franco-allemand. Ils ont symbolisé, incarné et engagé la réconciliation franco-allemande. Mais le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand, l'Airbus franco-allemand a deux moteurs. C'est Giscard et Schmitt, qui avaient tissé des liens d'amitié à l'époque où il était ministre des Finances, qui, une fois arrivés au pouvoir, l'ont fait fonctionner, l'ont engagé. Et des réformes très importantes, la création du Conseil européen, le Parlement européen, le lancement de la monnaie européenne, le système monétaire européen, c'est grâce au couple franco-allemand et il en a été avec Helmut Schmidt, le principal. Restez avec nous, Alain Lamassoure. Valéry Giscard d'Estaing était très attiré par l'Afrique. On va s'y intéresser tant sur le plan personnel que politique. Il a par exemple été le premier président de la République à se rendre en Algérie indépendante. C'était 13 ans après l'indépendance de l'Algérie. Un septennat marqué aussi par l'interventionnisme et notamment la fameuse affaire des diamants, cadeau de l'empereur de la Centrafrique, Bokassa, à l'ex-chef d'État. Le récit de Simon Rodier. Ce voyage a été la première surprise du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Le premier voyage officiel en mai 1974, Bangui en Centrafrique, pour aller visiter Jean Bedel Bokassa. Un message, l'Afrique reste sous influence française comme une chasse gardée. La Centrafrique et son empereur étaient déjà connus du président français pour des parties de chasse privées d'ailleurs. La proximité avec Bokassa ne lui réussira pas toujours. L'affaire des diamants passera par là, ces cadeaux que le tout-puissant de Bangui offrait à ses hôtes. Giscard d'Estaing n'y avait pas échappé, le canard enchaîné non plus. Les révélations feront mouche dans l'opinion publique française. Giscard en Afrique, cela ne se résume pas seulement à Bokassa. Son arrivée marque le retour des militaires français sur le continent, contre des rébellions. Plusieurs opérations à la fin des années 70. Mauritanie, contre le Front Polisario, Tchad, contre le Frolinat, ou bien sûr le Zaïre de Mobutu par deux fois. Opération toute rapide, marquée du sceau du secret, comme en 1978. Les parachutistes du 2e REP sautent sur Kolwezi dans le Katanga. Objectif, repousser un front rebelle angolais sous influence moscovite. Il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible
et en même temps la plus rapide possible. C'est pourquoi quand nous avons examiné ces modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés, des hautes autorités militaires, nous souhaitions ne l'annoncer qu'au moment où les premiers éléments arriveraient sur le terrain, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce délai dangereux dans lequel toutes sortes d'actions ou de situations peuvent se produire. En soutien de Mobutu, pour libérer des otages européens contre des rebelles, la France et ses soldats interviennent. Valéry Giscard d'Estaing s'appuie sur René Journiac, le très discret Monsieur Afrique, successeur de Jacques Foccart dont le cabinet a été fermé. Le but, décourager les tentatives de déstabilisation, certes. Assurer le rayonnement de la France sur un continent qu'elle sait vital aussi. La manne pétrolière avec des recherches au Gabon, au Congo, les réserves d'uranium au Niger pour encadrer son avenir nucléaire, la France de Giscard d'Estaing joue ses cartes dans un monde de plus en plus multipolaire. L'Afrique, le continent où l'influence française peut encore persister, où elle peut faire et défaire les rois, comme en Centrafrique. Bokassa décidément toujours dans l'histoire africaine de Giscard. En 1979, Giscard décidera de ne plus soutenir l'empereur après un massacre de lycéens frondeurs. Bokassa s'en va, mais entraîne avec ses diamants Giscard dans sa chute, jusqu'à sa défaite aux élections de 1981. Alain Lamassoure, une réaction assez brève, si vous voulez bien. Cette affaire des diamants, elle a clairement terni l'image de Valéry Giscard d'Estaing. Certains disent que Jacques Chirac en a profité. Qu'en pensez-vous ? Oui, disons que ça a été une polémique habile et efficace pour le faire battre en 1981, mais les historiens n'en parleront même pas. C'est une anecdote. Ce qui est vrai, c'est qu'il a eu une politique africaine visant à encourager ces pays petit à petit à découvrir et à pratiquer la démocratisation. Il a essayé d'engager la réconciliation avec l'Algérie et vis-à-vis du monde arabe, du monde musulman, des Français musulmans. Il a eu une politique assez visionnaire qui malheureusement n'a pas été poursuivie après. C'est par exemple lui qui a organisé le premier pèlerinage officiel français à la Mecque et qui a dit que la France était un pays fondamentalement chrétien, de tradition chrétienne, mais que la religion musulmane était aussi une religion pratiquée en France. Merci beaucoup Alain Lamassoure d'avoir répondu à nos questions. Il a aussi été le premier à ouvrir un bureau de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dans un pays occidental. Merci Alain Lamassoure.